Chapitre 20. Arrakis enseigne l'attitude du couteau. Couper ce qui est incomplet et dire « Maintenant c'est complet car cela s'achève ici ». Extrait de l'édit de Muad'Dib par la princesse Irulan. Un homme en uniforme Harkonnen s'arrête à l'extrémité du hall, regarde Hué, le corps de Mapes, la forme immobile du duc. En un seul regard, il tenait un pistolet laser dans la main droite. Il émanait de lui une impression de brutalité, de dureté, de vigilance qui fit frissonner Hué. Un Sardaukar, pensa-t-il. Un bachar, en juger par son allure. Probablement l'un de ceux que l'empereur a envoyés pour garder un œil sur tout. Quel que soit l'uniforme qu'il porte, il ne leur est pas possible de s'en dissimuler. « Vous êtes Hué » dit l'homme. Il regardait alternativement le tatouage en diamant sur le front de Hué, l'anneau de l'école Souk qui maintenait ses cheveux. Puis il rencontra ses yeux. « Je suis Hué » dit le docteur. « Vous pouvez vous détendre à présent. Lorsque vous avez annulé les boucliers de la maison, nous sommes immédiatement entrés. Tout est neutralisé. Est-ce le duc ? C'est le duc. Mort ? Simplement inconscient. Je vous conseille de le ligoter. Qu'avez-vous fait pour les autres ? Il regarda dans la direction du corps de Mapes. C'est regrettable, murmura Hué. Regrettable, dit le Sardaukar. Il s'avança, baissa les yeux sur le corps de Leto. Ainsi voilà le grand-duc rouge. Si j'avais des doutes quant à la nature de cet homme, voici qui les balayerait, songea Hué. Seul l'empereur appelle ainsi les Astréides. Le Sardaukar se baissa et arracha le petit faucon rouge de l'uniforme de Leto. Un petit souvenir, dit-il. Mais où est l'anneau ducal ? Il ne l'a pas sur lui, dit Hué. Je le vois bien. Hué se raidit. S'ils m'interrogent, s'ils m'amènent une diseuse, ils trouveront. À propos de l'anneau, à propos de l'ornie, tout s'effondra. Il arriva parfois que le duc confie l'anneau à un messager pour prouver qu'un ordre vient directement de lui, avança Hué. Il faut avoir une satanée confiance, grommela le Sardaukar. Vous ne le ligotez pas ? Combien de temps encore restera-t-il inconscient ? 2 heures à peu près. Pour lui, je n'ai pas été aussi précise que pour la femme et le garçon. Le Sardaukar remua le corps du duc avec son pied. Il n'y a rien à craindre de lui, même quand il sera éveillé. Et la femme et le garçon ? Ils se réveilleront dans 10 minutes environ. Sitôt, on m'a dit que le baron arrivait immédiatement derrière ces hommes. Il arrivera. Attendez dehors, ouais. Il eut un regard dur. Allez. Ouais regarda Leto, et il sera livré au baron troussé comme un rôti prêt pour le four. À nouveau, le regard du Sardaukar se fixa sur le tatouage qui ornait le front de Hué. On vous connaît. Vous serez en sécurité dans les salles. Mais nous n'avons plus le temps de bavarder, traître. J'entendis venir les autres. Traite, songea Hué. Il baissa les yeux et s'éloigna rapidement de Sardaukar. Il savait déjà que c'était ainsi que l'histoire le connaîtrait. Ouais, le traître. En se dirigeant vers l'entrée principale, il rencontra 2 autres corps et les examina, craignant de découvrir Paul ou Jessica. Mais c'étaient 2 soldats Harkonnen. Il surgit au dehors dans la nuit illuminée par les flammes et les gardes se mirent sur le qui-vive et l'examinèrent. On avait mis le feu aux palmiers qui bordaient la route. La fumée noire du liquide inflammable que l'on avait utilisé rampait entre les flammes oranges. « C'est le traître », dit quelqu'un. « Le baron vous convoquera bientôt », dit un autre. « Il faut que j'aille jusqu'à l'ornie », songea Hué. « Il faut que je laisse le sceau ducal à un endroit où Paul le trouvera. » La peur se déversa soudain en lui. Si Idaho a des soupçons à mon égard, ou s'il s'impatiente, il n'entendra pas et ne se rendra pas au point exact que je lui ai indiqué. Et Jessica et Paul n'échapperont pas au carnage, et mon acte n'aura plus la moindre décharge. L'un des gardes le poussa. « Attendez là-bas, écartez-vous. » Brusquement, Hué se vit perdu en ces lieux de destruction.
On ne lui pardonnait rien. On ne lui accordait pas la moindre pitié. Iddao ne doit pas échouer, pensa-t-il. Un autre garde le poussa et aboya. « Hors d'ici, vous !» Même en tirant profit de moi, il me méprise. Il se redressa et retrouva un peu de dignité. « Attendez le baron !» gronda un officier. Huet acquiesça, et dans une lenteur calculée, il s'éloigna le long de la façade et trouva à l'angle, perdant de vue les palmiers embrasés. Très vite, chacun de ses pas trahissant son anxiété, il s'avança vers la cour, derrière la serre, où l'ornithopêtre attendait, prêt à emporter Paul et sa mère dans le désert. Un garde était posté devant la porte de la demeure, mais son attention était fixée sur le hall illuminé et sur les hommes qui allaient et venaient en tous sens, fouillant une pièce après l'autre, comme il était confiant. Huet plongea dans l'ombre, contourna l'appareil et ouvrit la porte. Il glissa la main sous le siège et trouva le frame-kit qu'il avait dissimulé là. Il ouvrait un soufflet et y glissa l'anneau ducal. Il perçut alors le craquement du papier d'épice de la note qu'il avait écrite et mit l'anneau à l'intérieur. Puis il repoussa le parquet en place, referma silencieusement la porte et regagna l'angle de la maison. « Maintenant, c'est fait », pensa-t-il. Une fois encore, il s'avança dans la nuit incendiée. Il ramena sa cape autour de lui et son regard courut entre les flammes. Bientôt je verrai le baron et je saurai. Et le baron, lui, trouvera devant lui une dent, une petite